Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Facebook Live de la Fondation DigeScience, la seule fondation reconnue d'utilité publique de recherche sur les maladies digestives et la nutrition. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les mois sur une thématique nouvelle. N'oubliez donc pas de vous inscrire à la newsletter et de découvrir le nouveau site de la Fondation. Je suis Hélène Laubry-Carré, diététicienne. J'ai le plaisir d'être votre conférencière pour le thème de ce soir, alimentation et Mickey. Ce live est également à retrouver sur le Facebook de WEO, la télé des Hauts-de-France, où je tiens également une chronique tous les mois. Alors, nous sommes ensemble pour parler de l'alimentation dans le cadre des Mickey. C'est vrai que l'alimentation a souvent mauvaise presse, on la rend responsable à la fois de la maladie et du déclenchement des poussées. Mais j'aimerais bien pendant cette conférence casser cette idée reçue et vous montrer en fait que l'alimentation est primordiale et très importante pour lutter aussi contre la maladie. Donc on va faire ça en 3 parties, en 3 temps. On va d'abord parler de comment adapter son alimentation quand ça va bien, lorsqu'on est en période de rémission. Ensuite, on va voir comment adapter son alimentation au contraire quand on est en période de crise, en période de poussée. Et puis après, on va évoquer des petits points particuliers, comme par exemple la réintroduction ou le lactose, le gluten. Ce sont des sujets dont on parle souvent dans le cadre des Mickey. Alors, pour commencer, je voudrais tout d'abord vous lire les recommandations de la HAS. Alors, HAS est une instance reconnue et qui nous donne, c'est la Haute Autorité de Santé, et qui nous donne donc des préconisations à la fois pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Pour la maladie de Crohn, la HAS nous dit bien que l'alimentation n'influe pas sur le cours de la maladie. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer un régime particulier. L'alimentation doit avant tout rester équilibrée. Lors de poussées marquées, un régime d'épargne intestinale, c'est-à-dire un apport restreint en fruits et légumes, peut être prescrit transitoirement. Mais un régime sans résidu strict n'est pas justifié. L'intervention d'un diététicien pourra être sollicitée pour s'assurer de la bonne couverture des besoins nutritionnels. Pour la rectocolite hémorragique, c'est à peu près la même chose, mais il y a quelques variantes. L'alimentation n'influe toujours pas sur le cours de la maladie. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer un régime particulier. L'alimentation doit avant tout rester diversifiée, variée et équilibrée. Lors des poussées marquées, un régime d'épargne intestinale peut être prescrit transitoirement. Un régime sans résidu strict n'est pas justifié. Après la poussée, le retour à l'alimentation normale doit être assuré à court terme. L'intervention d'un diététicien nouveau peut être demandée. Dans ces 2 préconisations, à la fois pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ce que je retiens, c'est que l'alimentation doit avant tout rester équilibrée et que le régime sans résidu strict n'est pas justifié. Elle doit rester également diversifiée, variée. On parle du régime d'épargne intestinale, mais que le régime sans résidu strict doit être administré à court terme. Et on peut également demander l'accompagnement d'un diététicien. Ce qui fait que face à ces préconisations, ce qu'on peut se dire et retenir, c'est qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'imposer une restriction dans son alimentation. Au contraire, au plus elle est équilibrée, variée, diversifiée, au mieux c'est, et que le régime sans résidu strict doit toujours rester transitoire, il doit durer 3 semaines, 1 mois au maximum. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'alimentation elle est hyper importante. Ses objectifs dans le cadre des Mickey, c'est avant tout de conserver un bon état nutritionnel. C'est le meilleur moyen de conserver un bon état nutritionnel, d'éviter des carences. Mais elle a aussi un rôle pour lutter contre l'inflammation et notamment pour compenser ces dépenses énergétiques qui sont liées à l'inflammation. Elle nous permet de booster notre système immunitaire et lorsque vous mangez, vous avez l'énergie et ça permet aussi de lutter contre votre fatigue. Elle contribue aussi à la cicatrisation donc de cette paroi enflammée du tube digestif. Et puis elle a un rôle qui est fondamental à mes yeux, c'est qu'elle a contribue au lien social, elle permet de conserver la convivialité, le goût de manger et le fait de participer à des repas de famille et entre amis, et c'est important.
Voilà, donc si on prend la première partie, donc en ce qui concerne que faire quand ça va bien, quand on n'est pas en période de poussée, ben, il faut avant tout manger équilibré, diversifié, varié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une source de protéines régulière, c'est-à-dire viande, poisson, œufs, variés, des bons lipides, de la bonne matière grasse, une bonne huile d'olive, une bonne huile de noix, du bon beurre, des apports en glucides, donc les féculents variés, pommes de terre, riz, pâtes, mais aussi des vitamines, des minéraux, ne pas se restreindre sur les produits laitiers, on a besoin des produits laitiers, c'est une source de calcium, ne pas se restreindre sur les aliments qui contiennent du gluten, on peut manger un bon pain, et puis surtout, on en parlera par la suite lors d'un focus, mais consommer des fibres, les fibres qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Ils sont gorgés de vitamines et minéraux. En parallèle, toujours conserver une bonne hydratation, de l'activité physique, c'est l'un des meilleurs c'est un bon anti-inflammatoire. Et puis pourquoi pas se mettre au yoga, à la relaxation, à la sophrologie pour apaiser, se faire du bien et apaiser donc la digestion et le tube digestif. Quand on est en période aussi de rémission, c'est important de travailler sur sa tolérance personnelle. C'est toujours quand ça va bien qu'il faut essayer de trouver sa tolérance personnelle. Parce que une personne qui a une Mickey, son tube digestif, ses intestins ne réagissent pas de la même façon qu'une autre personne. Et quand on va bien, c'est l'occasion de réintroduire des aliments qu'on s'était interdit de manger et de voir comment ça se passe pour voir si en effet ça passe et si par la suite, au moment de la réintroduction, on pourra élargir plus rapidement notre alimentation. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut bien tester cette tolérance digestive. Je reviens aussi sur l'alimentation équilibrée et autres. Ce qui est hyper important, c'est la mastication. Le fait de prendre le temps de manger et le fait de bien mâcher, parce que tout commence dans la bouche, avec bien broyer les aliments, comme ça ils arrivent dans le tube digestif, ils sont déjà broyés et ils ne créent pas de douleur. Puis la salive commence déjà à faire son travail et facilite grandement la digestion. Donc ça, la tolérance digestive, on en a parlé. C'est aussi le moment, quand ça va bien, de s'attacher justement à retrouver la convivialité et le goût de manger. Parce qu'on a souvent, quand on est atteint d'une Mickey, l'alimentation, on voit ça comme une bête noire. Et du coup, on mange moins, on participe moins à des repas de famille et autres. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut retrouver le goût de manger, le goût du lien social, le goût de la convivialité, le fait de s'investir dans des recettes et de retrouver le goût de cuisiner également. Et puis quand ça va bien, je trouve que c'est aussi la période où il faut se déresponsabiliser de ce qui nous arrive, nous déculpabiliser, parce que quand on a une Mickey, on a souvent tendance à penser que soit on va faire mal, soit on va faire quelque chose qui va nous faire mal. Et c'est aussi l'occasion, notamment dans l'alimentation, de retrouver de bons réflexes et de se déculpabiliser par rapport aux pratiques que l'on a dans l'alimentation. Voilà. Alors, en revanche, quand ça va moins bien, qu'on est en période de poussée, de crise, ce que je veux rappeler, c'est que dans ces moments-là, il faut toujours conserver un bon état nutritionnel. C'est l'un des meilleurs moyens pour lutter contre la maladie et pour lutter contre l'inflammation. Et puis, il faut dire aussi que quand ça se dérègle, c'est la maladie avant tout qui crée les diarrhées, l'augmentation du nombre de selles, l'augmentation du débit fécal, les douleurs, les gaz, les glaires et le sang. C'est la maladie. L'alimentation y joue, mais c'est pas la cause. Et en fait, l'alimentation est là quand on est en crise, pour s'adapter aux symptômes liés à la maladie et liés aux malades propres. Ce qui veut dire que il faut conserver une alimentation équilibrée. Il faut connaître sa tolérance digestive qu'on a évoquée dans la première partie quand ça allait un peu mieux. Et puis l'alimentation va devoir s'adapter aux symptômes. Mais alors attention, chacun a ses symptômes et on ne peut pas avoir une alimentation type. Une personne qui a une rectocolite hémorragique avec une localisation plus au niveau du rectum n'aura pas la même alimentation qu'une personne qui a une maladie de Crohn à localisation plus au niveau de l'œsophage ou de l'estomac.
et où les aliments doivent être différents pour éviter les symptômes de mal, notamment au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Voilà. Et c'est justement, à mon avis, là, dans cette période, que l'encadrement par un professionnel de santé ou une diététicienne est importante, parce qu'elle va en effet pouvoir donner le régime s'il y a besoin de mettre en place un régime, et de bien valider que l'état nutritionnel et que l'alimentation est équilibrée et que tout ce dont vous avez besoin, vous le prenez bien. Et également voir en fonction de la tolérance personnelle les aliments qui passent, ceux qui ne passent pas, ceux qu'on peut essayer ou ceux qu'il faut en effet éviter. Voilà. Alors c'est sûr que quand on est dans la période où on est en poussée ou en crise, on parle des 3 régimes, donc le régime de l'épargne intestinale ou le régime pauvre en fibres ou alors le régime sans résidus stricts. L'important, c'est d'être en période de régime la plus courte possible et de passer d'un régime à l'autre le plus rapidement possible. Dès que ça va mieux, changer de régime, élargir son alimentation. Et quand le régime ne fonctionne pas, c'est pas la peine de continuer. Si un régime sans résidus strict ne convient pas, il vaut mieux stopper et essayer de garder un bon état nutritionnel. À nouveau, le régime sans résidus strict, c'est vraiment à court terme, 3 semaines, 1 mois, pas plus. Et c'est vraiment quand on est en poussée plus, donc avec 7 selles par jour, des douleurs d'une grande intensité, du sang, les glaires, vraiment où l'inflammation est à un haut niveau. Après, le but, c'est d'élargir au maximum son alimentation. Et là, donc, on va aborder la 3e partie. Au moment de la réintroduction, il faut la lancer le plus rapidement possible. Elle est primordiale dans la vie d'un patient qui est atteint d'une MICI. Alors, il faut y aller progressivement. Le but, c'est en effet de réintroduire des aliments pour avoir une alimentation la plus large possible et manger le plus d'aliments possible. Il faut y aller progressivement, à la fois dans les quantités. On fait un aliment par aliment, on augmente les quantités progressivement. On peut marquer une pause, parce qu'un intestin qui a été malmené ou qui a arrêté de fonctionner, il faut le remettre en route doucement, donc on peut marquer des pauses, et puis il faut agir en fonction de sa tolérance personnelle. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, on fait une pause et on ajuste par la suite. La réintroduction, il ne faut pas non plus repasser par directement une belle pomme avec la peau et les pépins. Là, ça va être un peu rude pour l'intestin. Il vaut mieux trouver des fibres douces, jouer sur la cuisson, enlever la peau, enlever les pépins. Quelque chose qui va passer facilement dans le tube digestif. Et puis si ça marche pas, on s'arrête et surtout on se décourage pas. C'est pas parce que ça marche pas à ce moment-là que ça marchera pas par la suite. Il faut toujours retenter 2 fois, voire 3 fois, avant d'être sûr que l'aliment ne convienne pas. Que dire d'autre sur la réintroduction? Je crois que j'ai fait le tour, voilà. Alors ensuite, les fibres. Alors ça, c'est un grand sujet dans le cadre des MICI, et les patients redoutent les fibres. Alors les fibres, c'est ce qu'on trouve en effet dans les fruits et légumes. En fait, ce qui serait bien, c'est de se dire que les fibres sont les amis des patients atteints de MICI. Pourquoi? Elles ont 2 rôles principaux. Le premier, c'est de faire fonctionner donc la motilité de l'intestin, le faire fonctionner. C'est important que l'intestin fonctionne, et quand il fonctionne bien, tout va bien. Et puis la deuxième fonction, c'est que elle crée, surtout les fibres douces, elle crée un gel visqueux, et ce gel permet, contrairement aux idées reçues, de mouler les selles. Du coup, notamment en cas de diarrhée, c'est préconisé de manger des fibres. Elles ont aussi un effet bienfaiteur protecteur pour le cancer du côlon, bienfaiteur pour les diverticules. Et puis, les fibres, ce sont les meilleurs prébiotiques. Alors, on va bien sûr parler du microbiote. Notre microbiote qui est en partie constitué de bactéries, de bonnes bactéries qui ont un effet positif sur les intestins, notre digestion, mais également la santé en général. Ces bactéries, il faut les alimenter.
par des prébiotiques. Les meilleurs prébiotiques, donc, ce sont les fibres que l'on trouve dans les fruits et légumes. Donc, il faut manger des fibres pour alimenter les prébiotiques qui se trouvent dans notre microbiote. D'ailleurs, faire un régime sans résidus stricts en prenant des probiotiques, c'est un non-sens parce que si vous n'alimentez pas vos probiotiques par les fibres qui ne sont pas dans le régime sans résidus stricts, ben, ça ne sert absolument à rien. Alors en revanche, les fibres parfois peuvent faire mal aussi. Tout dépend à nouveau de la tolérance personnelle et de la tolérance digestive de chacun. À ce moment-là, il faut s'arrêter, il faut s'écouter. Si ça fait mal, on arrête et on adapte et on voit par la suite. Voilà. Un autre sujet, c'est le gluten. On a toujours tendance à retirer le gluten de l'alimentation dans les Mickey. Or, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent en effet que le gluten a un effet néfaste dans le cadre des Mickey. En revanche, c'est sûr qu'il y a peut-être aussi une question de tolérance personnelle. Il n'y a pas de raison de se priver de manger un bon pain. En revanche, peut-être que trop de pain ou trop souvent peut créer des ballonnements et un transit un peu perturbé. Donc là, à nouveau, trouver la dose qui nous convient. Et se méfier, alors, moi je reste persuadée qu'il y a quand même un effet de mode dans le gluten et dans le sans gluten et dans un enjeu commercial. Donc surtout dans les produits sans gluten, regardez bien les étiquettes. Parce que parfois pour remplacer ce liant et ce moelleux, on a tendance à mettre d'autres ingrédients qui, nutritionnellement parlant, ne sont pas intéressants. Et alors un autre thème que je voulais aborder, c'est le lactose. Alors pareil que pour le gluten, il n'y a pas de raison de s'en priver. Le lactose, on le trouve dans les produits laitiers. Les produits laitiers sont importants pour l'équilibre alimentaire, mais c'est également la première source de calcium. Et notamment, si on est en traitement pour les Mickey avec de la cortisone, c'est important de veiller à avoir une source de calcium régulière. Donc à nouveau, il n'y a pas de raison de s'en priver. Il y a une différence entre intolérance au lactose, où là, en effet, là, il faut arrêter, mais c'est carrément autre chose, et malabsorption, et là, il faut trouver, pareil, son seuil de tolérance personnelle. En fait, c'est parce que quand on vieillit, notre production de lactase diminue. Au plus on vieillit, au plus la lactase baisse, et c'est la lactase qui nous permet de digérer le lactose. Donc c'est un peu plus difficile au fur et à mesure que l'on vieillit. Mais on peut trouver la dose qui nous convient. Surtout qu'il y a aussi des produits qui sont sans lactose. Il existe du lait sans lactose, il existe des yaourts sans lactose. Il y a aussi des produits qui, par la préparation, ont perdu une grande partie du lactose. C'est le cas des fromages à pâte dure. Vous pouvez les consommer, la proportion de lactose est minime. Le fait de manger des produits laitiers mélangés avec d'autres produits, ça passe mieux aussi. Donc le but, c'est vraiment de trouver la dose qui nous convient. Voilà. Je vais terminer ma présentation. Donc je crois que nous allons pouvoir passer aux différentes questions. Alors, j'en ai une qui apparaît, c'est que faire si je manque d'appétit? C'est vrai que ça arrive souvent dans le cadre des Mickey, surtout lorsqu'on s'impose un régime sans résidus stricts. Le goût de l'alimentation, les aliments sont pas très variés, donc il y a un phénomène de lassitude et on peut même arriver parfois à une perte d'appétit, voire d'anorexie. Ce qui est important, c'est justement de ne pas se priver et ne pas retirer des aliments par soi-même, et alors que ce n'est pas du tout justifié. Il faut conserver le goût de la variété et manger de tout d'une manière équilibrée. Après, on peut intervenir aussi sur le contexte, se préparer une jolie table, prendre le plaisir de faire les courses, de se faire sa liste, de se faire ses recettes. On sait que ça passe bien. Donc prendre plaisir, ça redonne aussi l'appétit. Créer du lien social, ça donne aussi de l'appétit. Il n'y a pas de raison de se couper trop rapidement de la vie sociale et de retirer des aliments. Donc prendre plaisir à manger, ça fait beaucoup dans le manque d'appétit. En revanche, si ce manque d'appétit persiste et qu'en effet la prise alimentaire est loin d'être suffisante pour éviter toute
pas carence alors je prends la situation extrême, mais c'est vrai que le risque aussi, c'est le risque de dénutrition. Là, il faut penser à enrichir son alimentation. Et puis, on peut aussi la fractionner, c'est-à-dire que vous mangez quand vous voulez, vous mangez la même quantité dans la journée que vous mangez d'habitude, mais vous le fractionnez. Comme ça c'est moins lourd, ça passe mieux, et ça vous permet de manger la quantité qui vous convient. Voilà. Et on peut donc enrichir l'alimentation à la fois en mettant plus de calories, plus de protéines, donc plus de sucre, plus de matières grasses, du fromage, des petits morceaux de viande. Bon, il y a plein de techniques. À nouveau, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une diététicienne ou un professionnel de l'alimentation pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, je vais en prendre une autre question. Dois-je avoir un régime alimentaire spécifique si j'ai une stomie? Alors, normalement, non. Le but, c'est d'avoir l'alimentation la plus équilibrée possible et puis de conserver le plaisir de manger. En revanche, c'est vrai que par rapport à la stomie, il faut faire, en fonction de la tolérance de chacun, il faut faire attention aux pertes électrolytiques. Et du coup, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut manger des œufs, boire des eaux, enfin les eaux s'hydrater, chargées comme la Vichy Célestin ou la Saint-Yor, qui contient beaucoup de minéraux. On peut aussi faire attention à tout ce qui peut provoquer des gaz, donc tous les aliments qui fermentent, ou les aliments, alors comme le chou, vous voyez la gelée haute, c'est un peu plus difficile à digérer. Ce qui est gazeux parfois aussi peut créer le gaz et avoir un inconvénient dans le cadre de la stomie. Et puis il faut surtout éviter tous les aliments qui peuvent au niveau du bouton faire une inflammation supplémentaire, donc tout ce qui est épicé ou tout ce qui est viande faisandée ou l'alcool fort, où là il peut créer une irritation au niveau du bouton, ouais, voilà. Quels sont les effets des probiotiques et conseillez-vous d'en prendre? Alors, les probiotiques, à nouveau, il n'y a pas de réponse scientifique claire pour les probiotiques. Alors, notamment pour la maladie de Crohn, je pense, davantage plus intéressant, je pense, pour la rectocolite hémorragique, à confirmer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si ça vous fait du bien, n'hésitez pas. L'important, c'est de trouver la bonne souche, parce qu'on a une palette de probiotiques énorme. Et un probiotique, c'est donc insérer une bactérie dans votre intestin. Mais il faut mettre la quantité dont vous avez besoin et la qualité de la bactérie qui manque dans votre intestin. Si vous mettez une bactérie que vous avez déjà, ça sert à rien. Donc il faut trouver la bonne souche, ça c'est pas évident. Donc à nouveau, il faut se faire conseiller par un gastro-entérologue, un médecin et autres. Et puis derrière, il faut alimenter votre probiotique. On en revient toujours aux fameux prébiotiques, les fibres qui se trouvent dans les fruits et légumes. Voilà. Alors les probiotiques, ça peut être à la fois les cachets que les compléments que vous pouvez trouver en pharmacie. À nouveau, trouver la bonne souche, en sachant que le meilleur probiotique se trouve dans le yaourt. Un bon yaourt nature, ça a une bonne palette de probiotiques et c'est intéressant au niveau apport de bactéries. Alors, j'ai une question, c'est comment prendre du poids? On l'a un peu évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut veiller, en effet, alors sans que ça devienne une obsession, mais à se peser régulièrement pour voir en effet s'il y a une perte de poids importante ou rapide. Et si c'est le cas, on
on peut reparler à nouveau de l'enrichissement de l'alimentation. Donc l'enrichissement, je rappelle, c'est le fait de manger la même quantité, sauf que c'est une alimentation qui est enrichie en énergie et en protéines. Donc le fait de rajouter des jaunes d'œufs dans votre alimentation, dans votre purée, des blancs d'œufs, le fait de rajouter du gruyère râpé, le fait de mettre des petits morceaux de vache qui rit, des petits morceaux de jambon, tout ça, ça vous apporte de l'énergie supplémentaire et vous n'avez pas l'impression finalement de manger plus. Et puis le fait de fractionner, manger quand vous avez faim, par petite quantité, mais essayez de conserver une quantité sur la journée qui correspond à votre prise alimentaire normale. Après, on parle aussi des compléments nutritionnels oraux, mais on parle là dans un autre sujet. Voilà. Est-ce que l'inflammation modifie mes besoins en énergie et nutriments? Oui, l'inflammation crée une perte énergétique. Et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que souvent, quand on est en période d'inflammation, on a l'appétit qui baisse. Du coup, nos dépenses énergétiques augmentent du fait de l'inflammation, mais on mange moins. Ce qui fait qu'après, ça fait un peu l'effet ciseau. Notre corps a besoin de plus d'énergie, mais on lui en donne moins. Et c'est là, en effet, que peut commencer la perte de poids. Donc, en effet, l'inflammation modifie le besoin en énergie et en nutriments. Et quand on est en période de poussée, on doit davantage agir sur l'apport en protéines, donc la viande, le poisson, les œufs, le fromage, les produits laitiers, et en glucides, et puis en vitamines et minéraux. Alors je mets une petite touche à la fois sur les fibres, mais les vitamines et minéraux, vous les trouvez essentiellement beaucoup dans les fruits et légumes, surtout les fruits et légumes de saison, qui sont eux plus gorgés en vitamines et minéraux, et en plus comme ils sont de saison, leur digestibilité est beaucoup plus intéressante qu'une tomate en serre qui n'est pas de saison. Comment savoir quel régime suivre quand on a un Crohn? Alors, à nouveau, le mot régime est vraiment en situation ne pas s'imposer un régime par soi-même, toujours avoir l'avis de son médecin ou d'un professionnel de santé. Il n'y a pas de raison d'être en régime restrictif si on ne vous l'a pas préconisé, surtout qu'il faut choisir le bon régime. Et là, en effet, pour trouver le bon régime, il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel. Alors, on alterne entre le régime d'épargne intestinale, où là, en effet, l'apport en fibres est plus limité, et puis on limite aussi tout ce qui fermente. Et puis après, on passe à le régime pauvre en fibres, c'est-à-dire qu'il y en a un peu plus des fibres qui passent mieux, mais on en rajoute. Et puis après, on passe aussi au régime le plus équilibré possible. Le régime sans résidus strict peut être préconisé, mais à nouveau pour une durée courte. C'est pas la peine de s'infliger un régime sans résidus strict long, 3 semaines à 1 mois, je le répète, maximum. Est-il nécessaire de contrôler l'apport en sodium lorsque l'on est sous corticothérapie? Alors oui ou non, mais certainement pas d'une manière restrictive. Quand on est sous cortisone, il faut continuer à avoir une alimentation équilibrée surtout. Surveiller peut-être son apport en sucre ou en sucre. Alors c'est vrai que la répartition des graisses est plus la même quand on prend la cortisone ou en sel, mais jamais restreindre ou arrêter totalement. C'est quand il y a un apport trop important que là ça peut être néfaste. Mais si l'alimentation reste équilibrée et que vous ressalez pas à chaque fois, vous mettez pas le sel dans votre eau de cuisson, vous limitez les produits industriels qui sont beaucoup plus salés. Si ça reste équilibré et en proportion normale, il n'y a pas de raison de suivre un régime vraiment strict et surveiller son apport en sodium.
Combien de temps prendre pour chaque repas et combien de temps entre chaque repas? Alors, il y a deux questions importantes là. Combien de temps prendre pour chaque repas? Ça, c'est une question, mais que ce soit pour les Mickey ou autre chose, il faut prendre le temps de manger. Parce que une digestion réussie commence avant tout, je le répète, au niveau de la bouche. Il faut bien mastiquer pour bien broyer les aliments et bien faire fonctionner la salive, qui est le premier moyen de bien digérer. Donc, combien prendre de temps pour chaque repas? On dit souvent qu'un repas doit durer minimum 20 minutes. Alors 20 minutes, ça paraît pas si long, mais en fait c'est long. Essayez de manger vous pendant 20 minutes. C'est difficile de respecter la durée. On a tendance à gober plus que bien mâcher. Surtout qu'il faut être aussi concentré lorsque l'on mange. C'est une action à part entière. Votre digestion sera beaucoup plus efficace si vous prenez le temps de manger, de mastiquer, et si vous êtes concentré sur ce que vous faites, plutôt que de regarder votre portable, regarder la télé, et puis pas vous rendre compte de ce que vous faites. Donc 20 minutes en mastiquant bien. Il y a un petit truc que je donne souvent à mes patients, c'est que vous prenez votre fourchette, vous mangez, et tant que votre bouche n'est pas vide, vous reposez votre couvert, et tant que votre bouche n'est pas vide, vous ne reprenez pas votre couvert. Et des petites quantités. Donc là, ça va vous permettre de manger lentement et de respecter le processus digestif et faciliter la digestion. Combien de temps entre chaque repas? Alors ça, c'est un peu plus difficile d'y répondre. C'est sûr que nous, on a l'habitude d'avoir une alimentation structurée, matin, midi, soir, voire, mais ça c'est aussi un lien social finalement, voire quelques collations. Ce qui est bien en fait, c'est que votre tube digestif soit au repos de temps en temps. Et là, c'est plus pour prôner la diminution du grignotage, parce que le grignotage, c'est le solliciter en permanence, et finalement, c'est aussi une question de tolérance personnelle, mais finalement, le tube digestif, il n'aime pas d'être sollicité en permanence. Donc, prendre le temps de manger, savourer, bien s'appliquer, faire une pause, laisser la digestion se faire avant de recommencer une digestion. D'ailleurs, il y a une autre question qui apparaît, c'est en ce qui concerne l'eau. Est-ce qu'il vaut mieux, alors dans le cadre d'une Mickey ou autre, boire en mangeant ou en dehors des repas? Alors il n'y a pas de réponse type non plus, c'est une question de tolérance personnelle. Il y en a qui préfèrent boire en dehors des repas, et au niveau digestif, ça facilite, ça crée moins de manifestations digestives. En revanche, il y en a d'autres qui ça dépend. Voilà, il faut voir, faut tester. Il faut tester pour voir en effet comment ça se passe. C'est pareil pour les fruits ou pour les fibres. On se pose aussi la question. Il faut tester pour voir ce qui nous correspond, et on écoute notre corps et voir ce qui nous correspond. Alors, je vais regarder donc une autre question. Le sodium, on en a parlé. L'astomie également. Je lis tout et son contraire sur Internet. Faut-il privilégier les fibres ou les fuir? Alors, il faut les aimer, les fibres. C'est ce que je vous disais. Ça peut être, ce sont ce sont les amis des patients atteints de Mickey. À la fois, je vous répète, pour ce côté motilité de l'intestin, elles permettent de faire fonctionner l'intestin. Et puis pour ce gel qui permet de mouler les selles, et puis ça a un effet protecteur sur l'intestin. En cas de constipation, c'est aussi, ça peut se produire dans le cadre des Mickey. C'est aussi le meilleur, un bon moyen, au-delà de l'hydratation et de l'activité sportive. Donc, il faut manger des fibres, et notamment les fibres plus dures, parce qu'elles s'accrochent à la paroi, et puis elles font fonctionner davantage l'intestin. Donc oui, les fibres, alors il faut les aimer, les fuir lorsqu'elles vous font mal. Il faut pas vous faire mal. En revanche, dès que ça va mieux, retester, les réintroduire, commencer par des fibres douces et élargir au fur et à mesure, pour par la suite connaître celles qui passent ou qui passeront moins.
Régime paléo-cétogène méditerranéen végétarien, qu'en penser? Alors, il n'y a pas de réponse scientifique pour les régimes à la fois, donc le végétarien, paléo-cétogène et autres. Il n'y a pas de réponse scientifique dans le cadre des MICI. En revanche, il est reconnu qu'une alimentation équilibrée est plus du type méditerranéenne, donc en privilégiant l'alimentation de protéines, de bonnes graisses, beaucoup de fruits et légumes, des glucides, des vitamines, des minéraux, une bonne hydratation est bénéfique. Et surtout, le côté fait maison est important également dans la qualité de l'alimentation. Donc la qualité, la variété des aliments, mais aussi la qualité des aliments, des fruits et légumes de saison, et puis éviter tout ce qui est produits industriels. Il faut privilégier le fait maison équilibré. Parce qu'à nouveau, dans les produits industriels, quand on lit l'étiquette, on se rend compte qu'il y a souvent plein de choses. Ils rajoutent beaucoup de sel, de sucre ou d'autres ingrédients qu'on ne connaît pas. On maîtrise pas la qualité, on maîtrise pas la quantité. Donc privilégier le fait maison. Voilà. Mais sur les autres régimes, il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas de réponse scientifique qui prouve un intérêt dans le cadre des MICI. J'ai une question à nouveau sur les probiotiques. Est-ce qu'ils sont pris en charge par la mutuelle? Je ne pense pas, mais alors là, j'avoue que je sais qu'on en vend en pharmacie, en vente libre, et je ne pense pas en effet que les probiotiques soient pris en charge par les mutuelles, à confirmer. Mais à nouveau, le bon yaourt nature est un bon probiotique. Alors, il n'est pas remboursé par la mutuelle, le bon yaourt nature, mais il est en vente facilement dans tous les supermarchés. Ça, on en a parlé. Comment m'alimenter quand j'ai une sténose? Alors la sténose, c'est quoi? C'est en effet la paroi du tube digestif de l'intestin qui peut se rétrécir. Et du coup, le risque, c'est de créer un bouchon ou même carrément une occlusion. Et donc, pour éviter ça, il faut à la fois agir sur sa manière de manger. Donc, on en revient au fait de bien mastiquer, de prendre le temps de manger, parce que du coup, vos aliments sont bien broyés et la salive a fait son travail, et donc c'est plus fluide. Donc bien manger. Vous pouvez aussi jouer sur la préparation, tout ce qui est les aliments cuits ou en purée. Alors les aliments cuits passeront mieux, et en effet sur la texture, parce que vous pouvez commencer par du potage et puis élargir, mais trouver la texture qui fait que ça ne bouchera pas ou ça créera pas de bouchon ou d'occlusion. Donc c'est sous forme de potage, sous forme de purée, de smoothie, ou alors après mixer ou en petits morceaux ou haché. Enfin, vous voyez la texture qui vous convient. Dans le cadre d'une sténose, il faut aussi jouer sur les aliments. Donc le but, c'est pas de créer une pelote ou de boucher. Donc c'est éviter tous les aliments fibreux, filandreux, comme les poireaux, les asperges, la rhubarbe. Éviter aussi tout ce qui est peau ou pépins qui peuvent, pareil, créer un bouchon. Ou alors les aliments que vous pouvez manger, mais en les gobant en fait, donc ils sont pas bien broyés, comme par exemple, je sais pas moi, une noisette, enfin les fruits secs et autres, et donc ils arrivent directement et ça peut créer le bouchon. Alors, on me dit en effet, il y a une personne qui répond pour les probiotiques, je la remercie, et qui dit qu'en effet, aucun prêt ou probiotique n'est remboursé par la sécurité sociale. Côté mutuel, prescrit mais non remboursé. Bon, donc ça confirme en effet à nouveau le yaourt. N'hésitez pas. Donc la sténose, j'en ai parlé. On peut peut-être
parler en cas de diarrhée, comment agir. Alors surtout quand on est en diarrhée, il faut compenser les pertes, surtout ne pas se déshydrater. Donc maintenir une hydratation maximum, enfin le plus possible, ce qui passe, pour pas se déshydrater, et ne pas s'arrêter de manger, plutôt manger des petites quantités régulièrement, mais surtout ne pas essayer de ne pas s'arrêter de manger pour compenser les pertes. Et puis, il faut essayer de créer, à nouveau, de reformer les selles. Donc, vous pouvez le faire en effet en mangeant des fibres, les fibres douces, qui créent justement ce gel, et pour essayer de reformer à nouveau les selles. Et puis il y a des aliments constipants, donc le riz, l'eau de riz, les carottes, la banane écrasée, la pomme râpée, la gelée de coin, les pâtes, les biscottes également. Voilà, donc limiter les pertes, essayer de compenser, limiter les pertes, et puis essayer de former les selles. Éviter également aussi tout ce qui est peut-être plus gazeux, ou les produits laitiers, parce que c'est vrai que là, ça peut, dans le cadre de diarrhée uniquement, augmenter la vitesse du transit. Tout ce qui est le légumes, enfin les aliments complets, là c'est peut-être à ce moment-là en effet qu'il faut les éviter. Ça contient des fibres, le son, etc. Donc il vaut mieux les éviter. En revanche, on peut revenir à la constipation. C'est vrai que la constipation, le premier réflexe, c'est d'augmenter son hydratation. Donc augmenter la part d'eau que vous buvez, peut-être changer aussi la nature de vos eaux. Il y a les eaux à boire, passer sur une eau plus minéralisée comme l'Épar ou la Courmayeur, la Contrex, qui permet d'augmenter le transit. L'activité physique, toujours pour bien faire fonctionner l'intestin. Et puis augmenter sa part de fibres. Alors il y a le pruneau. Le pruneau, c'est un bon fruit pour lutter contre la constipation. Mais toutes les fibres, augmenter sa part de fruits, de légumes dans son alimentation. Voilà. Les compléments alimentaires. Alors, on me pose une question sur les compléments alimentaires. Est-ce qu'ils sont souvent prescrits pour des personnes atteintes de Mickey ? Alors, pas au niveau diététique. Je sais que les naturopathes en prescrivent parfois régulièrement. À nouveau, un complément alimentaire, ça reste un complément. Donc, ça vient pas se substituer à une bonne alimentation équilibrée, variée, diversifiée. Et à nouveau, si l'alimentation reste variée et diversifiée et qu'il n'y a pas de carence, les compléments alimentaires n'ont pas d'intérêt, ou c'est pas justifié de prendre un complément alimentaire. Alors on parle souvent en effet soit des compléments alimentaires d'oméga 3, des compléments alimentaires de curcuma ou le psyllium, etc. Il n'y a rien qui prouve l'intérêt réel dans le cadre des Mickey. Maintenant, si cela vous convient, que vous voyez une amélioration dans vos symptômes, dans votre transit, c'est que cela vous correspond et il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais c'est pas parce que ça convient à un patient atteint du Mickey que ça conviendra forcément aux autres patients. C'est encore une question de tolérance personnelle, de réaction personnelle. Comment être sûr que j'apporte assez d'énergie à mon corps ? Alors ça, c'est une question difficile. En fait, comment savoir que ce soit dans le cadre des Mickey ou
en général. Comment savoir si j'apporte assez d'énergie à mon corps? C'est cette fameuse balance énergétique. Ça veut dire que ce que vous apportez à votre corps sous la forme d'aliments, l'alimentation avant tout, doit permettre de couvrir vos dépenses. Les dépenses, c'est quoi? C'est votre métabolisme, le fait de bouger, le fait de faire de l'activité physique. Et c'est vrai que quand on est en période d'inflammation, vos dépenses augmentent parce qu'on en revient à cette dépense énergétique liée à l'inflammation. Donc quand on est en inflammation, il faut essayer de rééquilibrer cette balance énergétique. Comme les apports augmentent, comme les dépenses augmentent, forcément, il faut augmenter les apports. Et on a toujours tendance à penser que quand on est malade, on mange moins parce qu'on a moins d'appétit, mais finalement, il faut au moins manger de la même manière et même manger mieux. Et insister sur notre apport en protéines, en glucides, essentiellement en vitamines, minéraux, mais aussi en bons gras, dans la quantité et aussi la qualité des aliments. Donc, comment savoir si on apporte assez d'énergie? Ça se voit. Si notre balance énergétique n'est pas équilibrée, on perd du poids. On peut perdre du poids rapidement, on peut perdre du poids beaucoup. Donc, on voit la proportion de perte de poids, la rapidité de perte de poids. Et puis, on se sent fatigué, on peut avoir des vertiges, tout. Après, on voit que le corps, donc, à partir du moment où vous perdez du poids et que vous voyez que vous vous sentez pas bien, c'est qu'en effet, votre balance énergétique, il y a quelque chose qui va pas. Soit les apports sont insuffisants, soit vos dépenses sont trop importantes et donc c'est déséquilibré. Combien de repas dois-je avoir en période de rémission? Ça regroupe un peu les questions qu'on se posait, en effet, combien de repas par jour, etc. Période de rémission, c'est une période où ça va mieux. Donc, vous mangez normalement. Vous pouvez manger vos 3 repas par jour, ajouter des collations. Le but, c'est de ne pas avoir faim. D'assurer sa balance énergétique. Si vous avez l'habitude de manger 3 fois par jour, mangez 3 fois par jour. Si vous avez l'habitude de manger 3 fois par jour et de faire 2 collations, une à 10 heures et une pour le goûter, vous continuez. Le but, c'est d'avoir vraiment l'alimentation la plus équilibrée possible, et puis l'alimentation qui vous fait plaisir et qui vous redonne le goût à l'alimentation et au fait de manger. Et surtout, pendant votre période de rémission, c'est l'occasion de tester des aliments que vous étiez interdits peut-être à tort en période de poussée, et voir en effet si ça passe et quelle est votre tolérance. Quels sont les aliments à privilégier? Eh bien, tous. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Il y a les aliments qui nous plaisent, les aliments qui nous apportent l'énergie nécessaire, qui nous permettent d'être en bonne santé. Il n'y a pas de mauvais aliments, si ce n'est qu'en effet, il y a des aliments où la proportion, la quantité doit être un peu plus surveillée. Mais c'est sûr que ce que vous devez privilégier, c'est avant tout les fruits et légumes, de bonnes protéines, de bons glucides et de bons lipides, de la bonne matière grasse. Et aussi, ça, ce sont vraiment les aliments qu'il faut privilégier. Et toujours une bonne hydratation et une activité physique. Journée type, on en a parlé. Que pensez-vous du régime d'exclusion et est-ce une solution durable? Alors pour le régime d'exclusion, je pense que c'est pour vous le fait d'arrêter un aliment et puis surtout de pas le reprendre. Une fois qu'on décide de plus le manger, on arrête et voilà. Alors déjà, moi, dans la question, il y a 2 mots qui m'interpellent, c'est régime et exclusion. Alors à nouveau, le régime, sauf si vraiment dans le cadre de poussée ou alors recommandé par un professionnel de la santé ou par une diététicienne, ok, adapter le régime et prendre le régime qui est vraiment adapté à son cas. Sinon, il n'y a pas de lieu de s'imposer de régime, ou alors d'une manière très courte.
Et exclusion, tout ce qui est exclusion, restriction et autres dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pour des patients qui n'ont pas le Mickey ou des patients qui ont du Mickey, sont des mots qui font pas partie du vocabulaire d'une alimentation équilibrée. Donc, j'en pense pas du bien, en fait, des régimes d'exclusion. Et est-ce que c'est une solution durable? Surtout pas. Toute exclusion doit être ponctuelle et courte. Voilà. Faut-il privilégier les aliments riches en vitamines? Alors, je vais peut-être un peu vite, pardon. Faut-il privilégier les aliments riches en vitamine B12? Oui, notamment en cas de poussée. Donc la vitamine B12, vous la trouvez essentiellement dans les viandes, les bonnes viandes rouges. Mais il faut aussi privilégier tout aliment source de vitamines et minéraux. Donc privilégier, oui, conserver un apport suffisant, nécessaire, et qui répond donc à cette balance énergétique. Le sodium, ça on en a déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. L'astomie, on en a parlé également, je découvre les questions. Les fibres, nous en avons parlé. Les probiotiques également. Elle est drôle, votre question. Je vais passer une colo mercredi et donc je vais commencer le régime. Donc là, c'est vraiment le régime sans résidus strict qui est préconisé avant la coloscopie et qui est donné donc par le gastro-entérologue qui va pratiquer Et là, en effet, il faut mettre en place le régime sans résidus strict. Je vais sortir dimanche soir et me demander si je pouvais m'autoriser une bière. Donc j'imagine que le dimanche, c'est le dimanche qui précède la colo, qui a lieu mercredi. Alors, dans le cadre du régime sans résidus strict et de la préparation à la coloscopie, en effet, l'alcool n'est pas recommandé, à la fois pour le côté alimentaire et tube digestif, puis je pense aussi, mais bon, là je m'avance peut-être, mais c'est plus pour l'anesthésie, parce qu'il y a souvent une anesthésie générale maintenant pour les coloscopies. Et donc, je pourrais jamais vous dire qu'en effet, vous pouvez vous autoriser une bière. Je veux pas aller contre les préconisations de l'anesthésiste et du gastro-entérologue. Mais ça me permet de rebondir sur l'alcool, notamment dans le cadre des Mickey. Alors, toujours en restant avec une consommation raisonnée, avec modération, la consommation qui n'a pas une incidence négative sur votre état de santé. À nouveau, il n'y a pas lieu de s'interdire, de savourer une bière ou autre, toujours avec modération. Maintenant, c'est aussi une question de tolérance personnelle et en cas il ne faut pas se faire mal, etc. Donc, toujours avec parcimonie et toujours avec les pincettes au niveau de l'alcool. Et si vous en buvez, savourez, mais surtout avec modération. On revient à une question sur le fait de boire de l'eau pendant ou après, donc ça, on en a parlé. En revanche, on parle de quantité d'eau. Ah oui, alors l'hydratation fait partie de l'alimentation équilibrée. On parle souvent de boire 1,5 litre d'eau dans le cadre de Mickey ou autre, mais c'est important. On a besoin d'hydratation pour le fonctionnement de notre corps. Ce qui est sûr, c'est que si vous buvez quand vous avez soif, il est déjà trop tard. Le fait d'avoir soif, ça montre déjà qu'on est un peu déshydraté. Donc il faut toujours boire en amont. 1,5 litre, c'est une bonne quantité. Souvent, alors il ne s'agit pas de boire 1,5 litre en une fois, c'est tout au long de la journée. Alors il y en a qui ne pensent pas à boire. Là, ce qui est bien, c'est d'avoir sa gourde et donc de toujours penser à prendre une gorgée régulièrement. Voilà, régulièrement et dans la journée pour arriver à la fin de la journée à son 1,5 litre. Le 1,5 litre, c'est de l'eau, mais ça peut être aussi le thé ou le café du matin. Bon, café dans le cadre des Mickey ou thé également, pareil, en fonction de la tolérance personnelle ou autre, mais surveiller quand même la consommation.
En revanche, tout ce qui est jus de fruits sucrés ne rentre pas dans le litre et demi. Il vaut mieux une bonne eau qu'un jus de fruits industriel, et boire 1,5 litre de jus d'orange industriel. Non, c'est vraiment 1,5 litre de liquide, de potage, d'eau, de thé, de café. Donc ça, c'était pour répondre à la question sur les quantités. Le régime pendant le Crohn, on en a parlé. La sténose également. J'ai une maladie de Crohn, dois-je supprimer, alors les produits laitiers, on y revient. J'ai une maladie de Crohn, dois-je supprimer les produits laitiers de mon alimentation? Eh bien non. Il n'y a pas à nouveau d'études scientifiques qui le prouvent. Toujours apporter, c'est une source de calcium. Trouver sa tolérance. C'est vraiment en cas de pousser plus et de transit accéléré, que là, en effet, il vaut mieux limiter, notamment le lait, qui lui est l'exemple type de la concentration de lactose. Mais vous pouvez aussi partir sur d'autres produits pauvres en lactose, soit du yaourt sans lactose, soit des yaourts, du lait sans lactose, mais également les produits les fromages à pâte dure ou d'autres produits qui contiennent donc surtout ne pas supprimer, trouver la quantité qui convient et le produit qui vous convient, enfin l'aliment qui vous convient et qui est un produit laitier. Les effets, on en a parlé, les probiotiques et les compléments alimentaires également. Voilà. On peut peut-être, on parle aussi souvent du psyllium lors des consultations. Alors le psyllium, à nouveau, c'est pas prouvé de l'effet, c'est une fibre soluble en fait, hein, donc il faut, ça peut avoir un effet bénéfique en effet. Si ça a un effet bénéfique, que ça vous fait du bien, allez-y. Mais il faut être sûr aussi que vous puissiez le tolérer, parce que c'est un ajout de fibres et donc il faut être sûr de tolérer. Voilà, c'est à vous de voir, pourquoi pas. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je crois qu'on va clôturer ce Facebook Live. Donc merci à tous. Rendez-vous le mois prochain. Alors la prochaine conférence Facebook Live, c'est avec le professeur Mathurin-Fumery, et le sujet, ce sera le syndrome du côlon irritable. Voilà, bonne soirée.